Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Le premier tour de l'élection présidentielle en Russie se tiendra dimanche 18 mars. Le président sortant Vladimir Poutine se présente pour un 4e mandat de 6 ans. Face à lui, 7 candidats sont en lice, mais son principal opposant, Alexei Navalny, n'en fera pas partie. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir tout d'abord à mes côtés ici dans nos studios Taufer Mjaïd, notre journaliste à France 24. Bonjour Taufer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez couvrir d'ailleurs ces élections et on en parlera un peu plus tard. Et puis nous avons avec nous très froidement depuis Moscou notre très chère correspondante Elena Voloshin. Merci d'être avec nous par ces temps. Nous allons donc... Merci. Nous allons commencer avec vous, Taufer, tout d'abord. Alors, 8 candidats en somme qui sont en lice. Tout le monde sait plus ou moins que Vladimir Poutine est le grand favori et c'est celui qui a toutes les chances de passer. Est-ce que c'est une élection présidentielle ou est-ce que c'est un référendum pour Vladimir Poutine ? Bien malin celui qui peut imaginer le résultat. Mais bon. On va essayer quand même. On va essayer quand même. Non, ce n'est pas un référendum, c'est plutôt un plébiscite. Mais ça va dépendre du taux de participation. Si le taux de participation est égal à 2012, c'est-à-dire 65%, ça sera vraiment quelque chose de très bien, au moins une légitimité pour le président russe. Mais même les Russes, quand on leur pose la question, et il y en a eu plein de Russes arabophones pendant le débat, tout le monde le dit, mais vraiment d'une manière très franche. Mais oui, c'est Poutine qui va avoir, qui va passer sa cinquième saison. Oui. Alors, Elena, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des autres candidats qui sont en lice? Comme je le disais, il y en a 7. On parlera de Alexei Navalny qui, lui, ne sera pas en lice donc, sur les starting blocks, mais qui est un grand opposant de Vladimir Poutine. Mais en tout cas, il y en a 7 qui sont déjà présents et qui seront effectivement les opposants officiels, en tout cas, de Vladimir Poutine le 18 mars. Effectivement, il y a en deuxième position dans les intentions de vote. Alors, il faut bien savoir que c'est 7%, deuxième pourcent dans la deuxième position dans cette présidentielle. Mais il y a donc Pavel Grudinin, 58 ans, le représentant du Parti communiste. Lui, il a surgi dans cette élection parce que le représentant historique, le chef historique du Parti communiste russe, Gennady Zyuganov, à 73 ans, il s'est déclaré trop fatigué pour y aller. Et donc, il a mis en avant Pavel Grudinin. Alors, Pavel Grudinin, on l'appelle le communiste millionnaire, parce qu'il est à la tête d'un Sovkhoz. C'est une structure héritée de l'époque soviétique, comprenait juste une ferme, qui fait beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Et donc, c'est quelqu'un qui fait ce business, qui a aussi des parts dans l'immobilier et qui, en même temps, soutient toute la frange sociale de la Russie qui est opposée à Russie unie de Vladimir Poutine. Donc, lui, il représente ces intentions de vote-là, de ces gens dans la Russie profonde qui votent historiquement communiste. Ensuite, il y a Vladimir Zhirinovsky, taxé de clown par Ksenia Sobchak. Et en fait, elle n'est pas vraiment la seule à le penser en Russie, parce que Vladimir Zhirinovsky, c'est vraiment un trublion. C'est le trouble-fête de la vie politique russe. C'est quelqu'un qui part tout le temps dans des énormes diatribes, voire dans des insultes envers tout le monde, envers les femmes, les homosexuels, les noirs, les arabes, enfin qui on veut. Il est raciste, il est xénophobe, il est misogyne. Il a été 5 fois candidat à l'élection présidentielle et c'est un vrai, en réalité, faux opposant parce qu'il est souvent plus royaliste que le roi. Par exemple, il a proposé à Vladimir Poutine de restaurer la monarchie alors que Vladimir Poutine, vous le savez, il est à la tête de la Russie depuis 18 ans. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est un opposant. Et ensuite, il y a cette personnalité très intéressante dans cette campagne, c'est Ksenia Sobchak, effectivement, qui a surgi elle aussi de façon complètement subite et inattendue. Ksenia Sobchak, c'est la fille tout d'abord d'Anatoly Sobchak, l'ex-maire de Saint-Pétersbourg qui a fait démarrer Vladimir Poutine en politique dans les années 90. Mais en 2012, celle qui était à ce moment-là starlette, une égérie mondaine, elle animait des émissions de télé-réalité, elle est entrée dans l'opposition. Elle a participé aux grandes manifestations contre la réélection de Vladimir Poutine en 2012. Elle a été sur le devant de la scène et elle est devenue une journaliste d'opposition. Et donc là, elle s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle. Et puis, il y a un autre opposant dans cette campagne, c'est Grigory Yavlinsky, qui est à la tête du parti d'opposition historique, Yabloko, qui manque de charisme, qui ne représente pas réellement d'intention de vote. Et puis d'autres petits candidats, le reste, qu'on ne connaît pas vraiment, qui font un peu le décor dans cette campagne, on va dire. Celui qu'on connaît un peu plus, c'est Alexei Navalny, qui représente aujourd'hui la principale force d'opposition à Vladimir Poutine, mais qui ne se présente pas, puisqu'il est interdit de cette élection. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, lui qui a appelé d'ailleurs au boycott de ce scrutin ?
Oui, alors Alexei Navalny, c'est le combat jusqu'au bout. Et là, il faut dire qu'il vise vraiment plus loin que cette campagne, puisqu'il en est complètement exclu. Sa stratégie, alors d'abord, sa candidature, elle a été invalidée parce qu'il fait l'objet d'une condamnation pénale, condamnation qui a été beaucoup critiquée sur la scène internationale. On considère que c'est une condamnation politique et d'ailleurs très sûrement à juste titre. Néanmoins, donc, il est empêché de se présenter et sa stratégie dans cette campagne, c'est d'appeler effectivement au boycott du scrutin. Il affirme que si personne ne va voter, eh bien, le résultat de Vladimir Poutine, la victoire de Vladimir Poutine sera ainsi délégitimée. Et ça, c'est une stratégie qui est quelque part un peu aussi critiquée, y compris dans son propre camp, puisque historiquement, on sait que le taux d'abstention est quand même très élevé et que les Russes vont finalement peu voter. Tofer, nous avons l'image qu'a Vladimir Poutine aujourd'hui à l'extérieur, en tout cas à l'étranger. On le voit d'ici des capitales européennes, etc. Mais comment est-ce qu'il est perçu en Russie, plutôt ? Il est perçu comme un homme, effectivement, qui a gagné, selon certains Russes, 4 guerres, quand même. C'est la Tchétchénie, la Géorgie, la Crimée et maintenant la Syrie. Il a connu 4 présidents français, il a connu autant d'Américains. Il est toujours là, il fait un discours lent où il consacre quasiment plus de 75% du discours aux conditions de vie des Russes, alors que le niveau économique, certainement, sur le plan économique, il ne fait pas de très bons résultats comparé à 2008 où le taux de croissance était entre 6 et 8%. Là, on est à 1,5%. Mais c'est l'homme fort, l'homme qui dit non au Conseil de sécurité, l'homme qui s'oppose à tout le monde. Je pense que les Russes ont compris un phénomène, c'est la montée du populisme en Europe. Donc là, quand on dit populisme, c'est-à-dire penser à la nation. Et lui, il a un boulevard devant lui pour intervenir un peu partout. On le voit en Syrie, on le voit au Yémen, on le voit un peu partout, même en Afrique. On voit le secrétaire d'État en Afrique, le ministre des Affaires étrangères russe va aussi en Afrique. Donc il s'étend plus ou moins et il utilise une arme extraordinaire parce que les Américains se sont retirés de cette menace d'utiliser la force, alors que lui, il utilise cette menace. Et on dit à chaque fois qu'on utilise la menace de la force, on récolte sur le plan diplomatique. Est-ce que quelque part, ça apporte un peu... pour ceux qui sont plutôt nostalgiques de cette place qu'avait l'Union soviétique dans le monde, cette bipolarité avec les États-Unis, qui en avait un peu marre de voir juste les États-Unis décider tout seuls, et puis qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette image du va-t-en-guerre un peu Vladimir Poutine ? C'est exactement ça. On veut reprendre notre grandeur. C'est ça. On a été humiliés, et là, maintenant, on reprend de la force. C'est la fierté russe, soviétique même. Et puis, comme on sait, le Conseil de sécurité n'a pas une grande popularité auprès de beaucoup de populations à travers le monde. Et lui, il est en train d'intimider carrément les membres permanents du Conseil de sécurité il insiste à chaque fois pour faire passer ou ne pas faire passer des résolutions. Elena, malgré tout ça, eh bien, Vladimir Poutine a quand même peur de quelque chose, c'est le taux d'abstention, on en a parlé, souvent c'est assez élevé. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il a pris énormément de temps avant même de parler d'un programme, c'était d'ailleurs dans un discours tout récemment. Est-ce qu'il a aujourd'hui les moyens de convaincre les Russes de justement aller voter et puis éventuellement voter pour lui ? Alors ce discours, je vais y venir. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire que Vladimir Poutine a peur de l'abstention, parce que d'abord l'abstention, c'est pas quelque chose qu'on regarde réellement en Russie, c'est pas quelque chose qui est mis en avant au moment où les résultats sont annoncés. 35% d'abstention en 2012, c'est quand même un gros chiffre, et néanmoins c'était vraiment une victoire triomphale de Vladimir Poutine. Il faut aussi considérer qu'il y a les fraudes. Moi, j'ai l'information en ce moment même par une assistante sociale sur le fait que on est déjà très activement dans ces centres sociaux en train de frauder les bulletins de ceux qui vont voter à domicile. Donc ça, il n'y aura pas de problème là-dessus. Il aura la victoire qu'il veut comme il veut. Donc l'abstention, c'est pas vraiment il en a pas peur. Sa préoccupation du moment. En revanche, effectivement, il n'en a pas peur, mais il a un message à faire passer aux Russes. Et là, je voudrais rejoindre ce qu'a dit Taoufik et le développer un petit peu, parce que Vladimir Poutine, il n'est pas vraiment candidat aujourd'hui. À ce titre, il n'a pas de programme, il ne débat pas avec les autres candidats, il ne fait pas campagne. Il va dans les régions en ce moment, mais il fait juste son boulot de président. Ce n'est pas pour rencontrer les électeurs, c'est pour aller serrer des mains à des ouvriers, aller inaugurer un stade. C'est ce qu'il fait exactement au quotidien quand il est président. En revanche, Vladimir Poutine, il a effectivement un projet pour la Russie, c'est celui de dominer le monde.
monde. On l'a entendu, vous le disiez, lors de ce discours devant l'Assemblée fédérale, où il a présenté tous ces nouveaux missiles balistiques intercontinentaux qui n'ont aucune limitation de portée, aucun système antimissile ne nous fait peur, tremblez États-Unis, c'était clairement le message. Ce message, il peut paraître loin des préoccupations immédiates des Russes, mais finalement pas tant que ça, parce que c'est un discours de force. Vladimir Poutine, il ne veut pas que les Russes adhèrent à un programme politique, à un programme social, il veut qu'ils le vénèrent, qu'ils l'aiment et qu'ils le craignent. C'est un vrai, finalement, culte de la personnalité. Les Russes ont besoin d'un leader qui incarne cette force. Pourquoi? Parce qu'en Russie, ça va mal, parce que les retraites sont basses, parce que les salaires sont bas, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que l'infrastructure est en ruine, il n'y a pas de route, il n'y a pas de système de santé. Et tout ça, finalement, cela retombe sur les épaules des fonctionnaires locaux, des autorités régionales. Vladimir Poutine encourage vraiment à ce qu'on blâme ces gens-là pour tous les maux des Russes. Et lui, dans cette histoire, il représente vraiment l'espoir, la porte de sortie, le seul qui peut résoudre tous les problèmes. Donc le fait d'apparaître comme quelqu'un de fort, de surpuissant, eh bien c'est ça qui lui garantit la popularité auprès des Russes. C'est ça qui fait qu'ils adhèrent au projet Vladimir Poutine. Il incarne la Russie, il est la Russie. Oui. Il n'y a pas d'autre option pour la Russie. Il n'a pas besoin de faire campagne, il n'a pas besoin d'avoir un programme. Tout le monde ira voter pour lui. Il n'y a juste pas d'autre solution. Mais la fraude, elle est beaucoup plus difficile dans deux villes, à savoir à Moscou et à Saint-Pétersbourg. C'est là où c'est plus difficile. Et comme l'a dit Elena, effectivement, en ce qui concerne les moyens de pression, les moyens de pression actuellement en Russie, principalement dans les provinces éloignées de Moscou et de Saint-Pétersbourg, c'est soit vous votez, soit on ne va pas réparer les routes, soit on ne va pas vous réparer les infrastructures. Donc soit vous votez, c'est un moyen de pression pour que les gens participent et pour qu'il n'y ait pas vraiment ce taux d'abstention de 35%, même si la participation était aux dernières élections de 65%, comme je l'ai dit. Qui était effectivement un chiffre assez intéressant pour eux. Merci beaucoup en tout cas, Taoufik, et nous vous suivrons puisque les débats de France 24 dans toutes les langues vont se délocaliser à Moscou pendant ces élections. Merci. Merci beaucoup, Elena Voloshin, d'avoir été avec nous depuis Moscou. Merci à tout le monde en régie. Merci Sarah Aboubakri et Marie Darrour pour la préparation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très bon week-end à tous.